Merci d'être présent pour ce meet-up. On va faire un petit tour de présentation de notre équipe, Inflepis. Moi, je m'appelle Marine. Je suis UX designer chez Inflepis. Aujourd'hui, il y a également Idélène. Bonjour. Qui est également UX designer. On travaille vraiment en tandem chez Inflepis sur des projets d'applications mobiles. Vous avez pu également entendre donc, Catherine. Bonjour. Qui fait partie du pôle communication, et également Julien, le commercial, notre business développeur. Donc aujourd'hui, pour ce meet-up, en fait, design-moi une application mobile. On va vous parler plutôt de conception d'applications mobiles. Peut-être que vous avez déjà participé à des anciens meet-up, mais en règle générale, pour notre groupe de meet-up design et développement mobile sur Meetup, on va plutôt, notamment sur ce Meetup-là, vraiment voir les bases de chaque étape d'une conception d'application mobile. Donc, on a vu la dernière fois, c'était plutôt au niveau de la maintenance d'une application. Là, on va parler plutôt de design. Je vais venir vous rappeler juste quelques petites précisions en fait, par rapport à l'utilisation de Zoom pour ce Meetup-là. Donc, pour prendre la parole, en fait, ce qu'on va faire pendant le meet-up, c'est qu'on va couper le micro pour que ce soit plus confortable, qu'il n'y ait pas forcément de bruit ou quoi que ce soit. Mais si jamais vous avez des questions à poser, déjà, il y aura des moments en partie pour poser les questions, mais n'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve en bas dans la barre, la tab bar, en fait, en bas de votre interface. Dans Converser, vous pouvez toujours poser des questions, ou bien demander de lever la main. Donc, selon vos options d'affichage que vous pouvez régler en haut de l'interface, vous pouvez avoir accès du coup à droite à tous les participants. Et donc, il y a un petit bouton lever la main. Et à ce moment-là, donc, pour pouvoir poser votre question, on vous donnera la main. Ah oui, vous pouvez aussi réagir. Vous pouvez réagir aussi à l'aide des réactions ou converser sur le chat entre vous. Pour l'instant, je vais laisser les micros allumés parce qu'on va faire un petit tour de table pour se présenter. Donc, nous, on s'est déjà présenté, mais c'est pour vous connaître un petit peu plus, savoir ce qui vous amène sur ce webinaire, si vous avez déjà participé à des projets de création d'applications mobiles, si vous avez un projet, ou bien si vous avez participé à un moment à un process de conception d'applications mobiles. Qu'est-ce qui vous amène en fait sur ce webinaire aujourd'hui? Je vais voir si les micros sont ouverts pour tout le monde. On va faire un petit tour de table. Par exemple, pour Camille. Bonjour. Bonjour. Alors moi, du coup, je suis UX designer. J'ai déjà créé des applications mobiles. Et quand j'ai vu le thème du webinaire, du coup, ça m'intéressait forcément beaucoup. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous allez nous présenter, les bons conseils que vous avez, les recommandations, etc. Vous êtes à Bordeaux, Camille? Oui, je suis à Bordeaux. Ok. Bienvenue. Merci. Du coup, je vais faire un petit tour. Alors, j'ai vu qu'il y avait donc Pyradix. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis plutôt développeur. Je développe des interfaces de temps en temps graphiques pour des téléphones et des systèmes et des tablettes en général. D'accord. Venez m'instruire, voir si je faisais des choses bien ou pas. À Bordeaux aussi, vous êtes? À Bordeaux aussi, oui. D'accord. Donc, on a l'impression beaucoup de Bordelais aujourd'hui. Très bien, bienvenue. Du coup, pour Isabelle, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Petit peut-être problème de... Le micro n'est pas actif. Isabelle Bouet, c'est ça? Oui, je vais activer. Oui. On va passer. Oui, on va peut-être pas. Camille, pareil. Attendez.
Si, Isabelle. Est-ce que vous j'active aussi. m'entendez là? Oui, c'est bon. Oui, C'est c'est bon. Ok. Donc bonjour, moi je suis donc Isabelle Bouet, je suis infographiste de métier et de formation et je travaille dans la formation à distance où on fait en fait des parcours de formation. Donc moi je m'occupe de tout l'aspect graphique, etc. Et j'aimerais aller plus loin en fait. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Ok, d'accord. Et j'attends plein d'informations. Ça marche. J'espère qu'on pourra répondre à vos questions. J'espère aussi. Merci, bienvenue. Je suis à Tours. À Tours. D'accord. D'accord. Et il fait beau. Pas ici. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, c'est pour ça que je frime. Vous avez raison. Merci. Pour le reste, du coup, je me perds un petit peu. Est-ce que alors il y a quelqu'un qui est sûrement sur son OnePlus du coup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je ne sais pas si le son est actif. Allô? Oui. Oui, désolé, je me suis appelé OnePlus parce que j'ai pas eu le temps de changer mon. Je m'appelle Léo Singh et effectivement, je suis de la région bordelaise aussi. Moi, en fait, je suis pas du tout dans le domaine du design. J'ai fait une école de commerce et pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a une idée qui m'est venue à l'esprit et j'ai décidé de me pencher un peu sur la question. Du coup, j'ai commencé à travailler avec Adobe XD. Et du coup, là, en fait, l'idée de l'application, c'est un peu comme Meetup, mais pour pas en visant les professionnels. Du coup, j'aimerais bien voir ce que le meeting peut apporter à ce projet. D'accord, très bien. Bienvenue, merci d'être venu là. Merci à vous. Alors, je me trompe peut-être. On a déjà eu Anne? Je ne crois pas. Je ne suis pas certaine. Ah, bienvenue Alexis. Ouais. On va peut-être ouais, entamer le meet-up. On reviendra sur la présentation histoire de. Enfin, après si vous avez des questions au cours du meet-up, n'hésitez pas, on essaiera de rester actifs. Ouais. On va partir directement. C'est vrai qu'on a pas mal de contenu, donc on va essayer d'aller à votre rythme, mais en même temps d'avoir le plus d'infos possible. Alors, si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas à lever la main, à nous demander peut-être de revenir sur un point qui n'était pas forcément trop clair, trop conceptuel, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, en fait, on va vraiment se focaliser, donc, comme on disait, sur la conception d'applications mobiles. Hop là, je vais revenir là. D'applications mobiles. Et donc, en fait, ça peut concerner à la fois donc, des applications comme on connaît, smartphone ou tablette, mais on peut penser aussi également à des objets connectés. Donc, on va essayer de retracer le processus de conception d'une application de manière générale mobile avec ces différents devices, ces différents terminaux numériques. On va parler d'applications qui vont être vraiment de conception de manière globale, c'est-à-dire qu'on va parler à la fois d'une méthodologie qui peut s'appliquer à des applications grand public, mais aussi des applications métiers. C'est vrai que chez Inflexis, on est plutôt orienté application métier, donc ça, on reviendra là-dessus par la suite pour préciser ce terme-là. Donc, on compte aujourd'hui près de 2,5 millions d'applications publiées sur les stores, donc que ce soit App Store ou Play Store. Et c'est un nombre qui ne cesse de croître depuis 2008. 2008, c'est l'année où les premières applications ont été disponibles au grand public. Donc, depuis cette année, il y a de plus en plus d'applications qui sont imaginées, qui sont développées pour servir toujours plus de besoins et d'utilisateurs. Il est évident que toutes ces applications ne sont pas indispensables à nos vies, mais elles vont satisfaire quand même des besoins utilisateurs et elles ont chacun leur spécificité. Alors, ce qu'on va se demander aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existe un process identique de conception de ces applications
et comment elles ont été imaginées, comment on part de l'idée d'une application à son développement et sa publication sur les stores. Donc, si on prenait l'exemple d'Instagram, donc Instagram, c'est une application qui est extrêmement populaire de nos jours, donc une application grand public qui touche un grand panel d'utilisateurs, ça va de l'adolescent aux parents, aux étudiants. Et finalement, cette application, ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi elle est si addictive, puisqu'on y va des dizaines de fois par jour. C'est une application qui crée des besoins que l'on n'avait pas nécessairement auparavant. Et ce qui est intéressant de se demander, c'est comment cette application répond à nos besoins et en crée, et comment elle a été imaginée pour finalement nous satisfaire au quotidien et un large panel. Dans les croyances collectives, quand on parle de design, on pense rapidement au style et au look d'un objet, d'une application, d'un espace. Mais heureusement, ces mentalités commencent à évoluer et auparavant, quand on parlait de design d'application, on pensait tout de suite à son graphisme, aux couleurs des boutons, à l'interface elle-même et finalement au look qu'elle avait. Mais pourtant, si on prend l'exemple d'Instagram, ce qui fait sa popularité, ce n'était pas forcément son style, puisqu'il est assez épuré. Il ne dénote pas forcément par rapport à une autre application. L'interface est claire, assez lisible, mais ce n'est pas vraiment son style qui fait qu'on l'aime. Finalement, ce qui fait sa particularité et sa popularité, c'est le fait que les interactions soient fluides, que l'architecture de la page soit bien pensée, l'architecture des informations et finalement l'ensemble des fonctions qui sont peu nombreuses répondent parfaitement à ce qu'on vient chercher sur Instagram et de façon fluide et évolutive. L'application évolue au fil du temps. Donc finalement, l'ensemble des éléments que je viens de parler, donc l'architecture, l'interaction, etc., c'est aussi le design et c'est tout un panel de choses qui sont définies en amont du développement de l'application et qui sont sans cesse en évolution vis-à-vis avec les retours utilisateurs et l'évolution des besoins des utilisateurs. Donc c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Je vais vous dire quelques mots avant de commencer la présentation, quelques mots très rapides sur Inflexis. Donc, Inflexis, c'est une entreprise de services de numérique qui a été créée en 2011 et qui est spécialisée dans la conception d'applications mobiles professionnelles et d'interfaces pour des objets connectés. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et de les accompagner dans toutes les étapes pour les aider à imaginer des solutions digitales qui s'appuient soit sur des applications mobiles, soit sur des objets connectés. Pour cela, en fait, soit on les accompagne depuis l'aide à la conception du cahier des charges, par exemple, bien sûr le développement de la solution, l'assistance technique, et puis même l'assistance, la tierce maintenance applicative qui consiste à prendre le relais après la période de garantie de l'application. On a des entreprises, des clients, comme vous le voyez, dans la plupart des secteurs d'activité. Historiquement, c'est la banque et l'assurance, mais aussi la santé, l'industrie. Par exemple, ici, avec Fortuneo, pour lequel on a développé l'application mobile banque pour les clients de la banque, Groupe Pasteur Mutualité, pour laquelle on a développé une application métier de souscription de contrats d'assurance, cette fois-ci pour les employés de l'entreprise, les conseillers sur le terrain qui vont vendre donc les contrats d'assurance ici à des professionnels de santé. On a des clients dans le secteur de l'industrie. Là, on va parler notamment de certaines applications pendant ce meet-up avec Accès Industrie ou encore Lafarge Béton. Et aussi dans le secteur de la santé, Arkea, pour lequel on a développé
une montre connectée de téléassistance à la personne. Donc, il s'agit d'une montre qui permet de détecter des chutes pour des personnes fragilisées, par exemple, ou des personnes âgées chez elles, ou en EHPAD. Voilà, donc vraiment, on a un panel très, très large de solutions aujourd'hui mises en place par Inflexis dans des entreprises de divers secteurs d'activité. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on va plus vous parler de nos projets du coup d'applications mobiles plutôt métier. Mais en soi, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le process qu'on va vous montrer s'applique aux applications de grand public également. Donc, je vais un petit peu vous présenter, voilà, c'est une sorte de sommaire en fait, mais c'est la méthodologie qu'on va appliquer pour les applications dans la conception de leur design. Concrètement, nous, dans notre intervention, on a 2 cas de figure. On va avoir le cas de figure où le porteur de projet va faire appel à nous pour développer l'application de A à Z et on va les accompagner vraiment de la définition du besoin jusqu'à la maintenance de l'application, donc en passant par toutes ces étapes-là. Et dans un autre cas, on peut très bien avoir une application qui est déjà existante. Et à ce moment-là, le porteur de projet vient nous demander une refonte, une amélioration de l'expérience utilisateur sur certaines problématiques. Et ça peut aller jusqu'à la maintenance applicative, mais c'est vraiment, on va avoir 2 approches comme ça différentes, mais pour lesquelles on va pouvoir utiliser ces étapes-là. Donc, on va pas forcément, je ne vais pas vous détailler ce schéma-là, c'était vraiment pour montrer les 6 étapes, mais de toute manière, là, on va vraiment à chaque fois détailler étape par étape le process de conception de l'application. Donc, pour la première étape, on est dans comprendre. Effectivement, la première étape de la conception de l'application, ça va être vraiment déjà d'être immergé dans l'expérience, en fait, l'expérience qu'on doit résoudre grâce à une solution numérique. Donc, vraiment, on doit comprendre le contexte quand un client vient nous voir, vous, dans votre projet d'application mobile. Il faut que vous soyez vraiment imprégné de toute l'expérience qui se passe autour de votre projet. C'est-à-dire qu'on va essayer d'abord de comprendre les besoins des utilisateurs dans l'expérience donnée. Donc, on va pouvoir aller rencontrer certains potentiels utilisateurs, par exemple, poser énormément de questions, récolter des données pour essayer d'avoir une sorte de cartographie de la problématique, en fait, de l'expérience dans laquelle va s'intégrer notre solution. Donc nous, c'est vrai que dans un premier temps, on va aller rencontrer le porteur de projet en tant que designer chez Inflexis pour déjà comprendre quel est son projet, dans quel contexte il s'inscrit. Puis ensuite, on va aller rencontrer les utilisateurs. L'objectif, c'est vraiment de comprendre pourquoi c'est intéressant de développer une solution numérique, vraiment de trouver la pertinence de la solution numérique dans la problématique que nous propose le porteur de projet. Donc, il va falloir vraiment se mettre dans une position de chercheur, avoir une compréhension fine en fait, des problématiques des utilisateurs pour qu'on puisse leur donner les meilleures solutions possibles. C'est vraiment, le principe là, c'est vraiment d'être en empathie avec les futurs utilisateurs, réussir à se mettre à sa place pour essayer de comprendre vraiment tous les besoins qu'il peut avoir, toutes les frustrations qu'il peut avoir dans une expérience donnée. Donc ça permet vraiment au début, c'est vraiment une phase très importante pour éviter de partir dans le projet, dans le projet de conception trop vite avec des a priori en fait, sur une situation par rapport à certains utilisateurs ou par rapport à une expérience. Je vais illustrer mes propos parce que c'est vrai que ça peut être un peu conceptuel là comme ça. Et par exemple, nous, dans le cadre d'un projet pour Accès Industrie, on a rencontré Accès Industrie qui est une entreprise dans le bâtiment. Donc, on les a rencontrés sur un salon du bâtiment et ils nous ont expliqué la problématique qu'ils rencontraient dans leur métier et leur besoin en fait, de mettre en place une solution numérique. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient besoin d'optimiser un maximum le métier en fait, de leurs techniciens. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que leurs techniciens avaient besoin, ils avaient différents rendez-vous en fait, sur des chantiers, etc. Et il fallait optimiser leur planning, savoir leur dire vous avez tel chantier à tel endroit ce jour-là, qu'ils puissent avoir sur le chantier toutes les actions qu'ils ont à réaliser
ce jour-là, avoir accès au matériel qui est disponible et avoir accès également, enfin pouvoir remplir un rapport d'intervention à la fin de leur intervention. Et donc du coup, notre première étape a été vraiment de questionner le client, essayer de comprendre le métier que nous ne connaissons pas en tant que designer pour vraiment avoir la même connaissance métier quasiment que les utilisateurs. Il faut vraiment cerner l'écosystème dans lequel va s'intégrer la solution, c'est très important. Donc, dans un premier temps, on a vraiment fait une collecte de données liées à ces techniciens du BTP et pour pouvoir évaluer les besoins du marché. Donc, cette collecte de données, elle peut se faire avec différents outils. En fait, on va avoir 2 types de collecte de données. On va avoir des outils qu'on va appeler des outils quantitatifs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, comprendre quelles vont être les tendances, avoir des sortes d'évolutions, comprendre le besoin global qui se passe sur le marché, sur les métiers du BTP. Et donc, on va avoir besoin d'avoir énormément de réponses grâce à des outils comme des questionnaires, des observations. On va aller observer les techniciens sur leur lieu de travail, des benchmarks, c'est-à-dire qu'on va aller regarder si la concurrence dans le métier du BTP ont déjà des solutions qui répondent à certaines problématiques. On va pouvoir aussi se référer à des études ou à des documents que le client ou que le porteur de projet possède déjà sur son métier. L'objectif, c'est d'avoir en très peu de temps énormément de données pour essayer de visualiser une tendance globale des besoins en fait assez génériques dans ce métier-là. On va avoir les outils qualitatifs aussi, où là, on va aller vraiment dans un besoin beaucoup plus précis. On va aller essayer de détecter des éléments liés au ressenti des utilisateurs dans l'expérience, essayer de déceler les désirs, les frustrations, vraiment les manquements même pour des utilisateurs aujourd'hui dans une expérience donnée. Donc, par exemple, pour les techniciens de BTP, on va aller vraiment faire par exemple des entretiens auprès des techniciens. Il existe aussi des centres culturels, c'est-à-dire on va présenter certains objets à des techniciens dans notre cas précis. On va essayer de voir comment ils réagissent à différents objets, différentes situations. Les journaux intimes qu'on vous présente là également, c'est un autre outil, c'est-à-dire pour pouvoir proposer, dans notre cas pour les techniciens de maintenance, une sorte de carnet dans lequel ils vont noter différentes observations, leurs ressentis par rapport par exemple à leur journée type sur le chantier. Donc en fait, lors de cette phase-là, maintenant qu'on a nos données, il faut savoir aussi où se place le client dans cette phase-là. Le client il va être impliqué en priorité pour nous livrer donc, les réponses à nos questions, c'est-à-dire nous livrer des documents existants par exemple, sa connaissance du métier aussi, mais également pour nous donner le contact avec des potentiels utilisateurs, les cibles en fait de notre application, qui peuvent ne pas être forcément accessibles. Par exemple, sur un projet, on avait un projet à l'étranger où les utilisateurs étaient dans un pays étranger et du coup, on ne pouvait pas les avoir forcément à proximité et c'était le client qui faisait le lien pour réaliser les tests avec ses utilisateurs. On peut également créer des ateliers de cadrage dans cette phase-là, mais ça, on y reviendra un peu par la suite. Donc, une fois qu'on a bien cerné le contexte, on a fait toutes nos observations, vient l'étape d'analyse. Donc, l'idée de l'enjeu de cette phase, c'est vraiment tirer profit de nos observations et de déceler les problèmes majeurs à résoudre pour formuler finalement une problématique unique que la solution va résoudre. Donc, pour ça, on utilise différents outils qui permettent de formaliser finalement les observations qu'on a faites et de pouvoir partir sur de bonnes bases pour développer l'application. Donc, une des actions qu'on met en place chez Implexis, comme vous le disait Marine, c'est les ateliers de co-création, donc des ateliers de cadrage. L'idée, c'est de réunir autour d'une même table tous les acteurs du projet, toutes les parties prenantes, donc que ce soit les utilisateurs, les futurs utilisateurs, des clients, des porteurs de projets, et également du côté d'Implexis, des parties commerce, technique et design, pour pouvoir vraiment se mettre d'accord ensemble sur
quels sont les utilisateurs, quels sont les problèmes à résoudre et pouvoir formuler une problématique unique pour l'application. Donc, durant ces ateliers, on co-construit ce qu'on appelle des personas. Donc, c'est des personas, c'est des profils utilisateurs types qui font en fait, qui sont le reflet de nos observations sur le terrain. Donc, en fait, ces personas sont construits avec différents aspects, donc sur leur personnalité, leur rapport au contexte que l'on a étudié. Également, on définit leurs aisances technologiques. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec la technologie et la solution numérique qu'on va mettre en place? Est-ce qu'ils ont déjà des outils numériques qu'ils utilisent au quotidien? Ou si c'est totalement... c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas forcément. Et finalement, on va construire ensemble des profils types qui vont être nos futurs utilisateurs et on peut vraiment s'imaginer et se projeter dans la future solution. Et finalement, ces personas, on va les faire vivre dans ce qu'on appelle une expérience map. Donc finalement, ces personas on va déceler l'expérience qu'ils vivent dans le contexte et mettre en évidence les problèmes positifs ou les problèmes négatifs et les choses positives qu'ils rencontrent et faire vraiment ressortir leurs ressentis, leurs émotions. Et finalement, quand on aura fait la liste de tous nos personas et toutes leurs expériences, on pourra formuler une problématique qui répondra à tous les problèmes à tous les problèmes majeurs que l'on a décelés. Par exemple, du coup, pour une application qu'on a développée pour des aides à domicile, c'était une application qui permettait d'accompagner les aides à domicile pour effectuer des séances d'activité physique avec des personnes âgées, donc chez eux. On avait du coup deux personas majeurs qui étaient les personnes âgées, qui étaient sédentaires, qui vivaient la plupart du temps seules et qui n'avaient pas forcément une aisance numérique forte et qui qui étaient à la recherche de contacts humains, etc. Et de l'autre côté, on avait les aides-soignantes, les aides à domicile, qui étaient plutôt mobiles, à l'aise avec le numérique et qui n'avaient pas les mêmes problématiques que les personnes âgées. Donc finalement, on a dû combiner entre ces deux utilisateurs majeurs pour que la solution réponde à leurs problèmes et puisse satisfaire tout le monde. Donc finalement, ces outils, le persona, l'expérience map, c'est un outil de communication avec le client pour vraiment formaliser les observations qu'on a faites et la problématique, qu'elle soit claire et précise pour tout le monde. Donc maintenant, on arrive au moment un peu charnière du processus, c'est-à-dire qu'on va partir des observations, toutes les recherches, toutes les pistes en fait, qu'on avait jusqu'ici pour vraiment sortir le plus d'idées possible. On est vraiment dans une phase où on va essayer de co-créer avec d'autres personnes, avec des utilisateurs, avec les parties prenantes, essayer de sortir un maximum d'idées, de solutions pour ensuite, dans des étapes suivantes, faire le tri. Donc l'objectif là vraiment dans cette phase-là, ça va être de répondre à la problématique qu'on a trouvée précédemment en un parcours utilisateur et une première esquisse de fonctionnalité priorisée. Donc on va partir des personas. Je vais vous présenter le premier outil, hein, c'est l'atelier de cadrage. Et en fait, pendant l'atelier de cadrage ou de co-création dont on parlait avant, on peut très bien vraiment commencer à avoir vraiment des ateliers, des animations. On va essayer de brainstormer, d'avoir une intelligence collective en fait, avec les utilisateurs. Donc, ce qui va être intéressant pour cet atelier-là, ça va être de recruter vraiment des profils qui se rattachent en fait aux différents personnages qu'on avait réalisés auparavant
pour les mettre autour de la table, qui puissent parler de leur expérience et essayer de trouver des solutions en fonction de leurs besoins à eux. Ce qui fera de cet atelier un outil très utile pour essayer pour en avoir un maximum de solutions en très peu de temps. Et à la fin de l'atelier, l'objectif, c'est d'avoir déjà une première esquisse des fonctionnalités phares de l'application. Donc l'avantage de ces ateliers-là, en général, ça va être déjà de pouvoir de permettre aux utilisateurs de réagir en direct sur les idées des autres. Donc déjà d'avoir des premiers retours, de pouvoir itérer assez rapidement sur certaines idées de solutions. Mais également, on va engager les parties prenantes, on va inviter les porteurs de projets pour pouvoir cadrer du coup, les solutions, cadrer le projet, pouvoir commencer déjà à trier les solutions en fonction des contraintes du projet, si les contraintes budgétaires, du temps, etc. Et donc, ça va être, c'est un outil qui est très, très intéressant, qu'on utilise beaucoup chez Inflexis, parce que ça nous permet d'avancer très, très rapidement sur l'élaboration de nos backlogs, de nos listes de fonctionnalités qu'on va utiliser par la suite pour concevoir. Pendant ces ateliers-là, on va avoir certaines animations qui vont permettre de brainstormer, d'avoir un maximum d'idées sur le type de fonctionnalités qu'on peut mettre en place dans nos applications. Mais on va également ensuite sélectionner des fonctionnalités phares, des pages phares de notre outil, qu'on va pouvoir commencer à griffonner rapidement. Ça va être l'étape zooming qu'on voit à droite. Et en fait, ça permet déjà, à la fin de l'atelier, d'avoir en tête une première idée de l'interface qu'on va pouvoir revoir par la suite, mais déjà de poser sur le papier les fonctionnalités phares qu'on a validées lors de cet atelier. Le zoning en soi, c'est pas quelque chose, c'est plutôt une étape qui va permettre, nous, en tant que designer, déjà, de pouvoir avancer rapidement sur différentes versions de l'interface. Ça nous permet très rapidement de voir s'il y a des solutions qui marchent ou non. Mais ce n'est pas forcément un document qu'on va aller montrer au client. Il vaut mieux attendre que ce soit déjà un peu mieux formalisé, histoire de ne pas perdre de temps, par exemple, sur des tests, en fait, sur les zonings. Je vais passer à la suite. Donc après avoir finalement trié toutes les idées qu'on a pu faire ressortir des ateliers, on arrive à la formalisation et au fait de commencer à préciser vraiment la solution numérique. Donc l'objectif ici est vraiment de réduire les propositions et de trouver celle qui sera la plus adaptée à la problématique qu'on a définie en amont, tout en prenant en compte les contraintes techniques de développement et également les aspects calendaires et budgétaires du client. Donc, on va vraiment commencer à voir esquisser la solution numérique et pouvoir co-construire encore ensemble la suite. Pour cette étape, il y a deux outils majeurs qu'on utilise, qui sont les wireframes et les parcours utilisateurs. Ouais. Donc, quand on parle de wireframe, finalement, c'est l'évolution des zonings qu'on vous présentait précédemment. On va reprendre les zonings des fonctions phares, donc on identifie les fonctions majeures de l'application et on va finalement commencer à numériser ces esquisses pour les rendre de plus en plus précises. Donc on commence à vraiment intégrer des images, à intégrer du contenu réel avec de réelles données qu'on a issues de nos observations. Et pour vraiment commencer à illustrer une architecture de page et vraiment à se rendre compte à quoi ça pourrait ressembler et comment ça pourrait répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc on privilégie toujours la simplicité pour vraiment se focaliser sur les fonctions en elles-mêmes et le contenu de la page et non pas encore le graphisme et les aspects visuels. Donc on commence quand même à identifier des boutons principaux, des onglets, des alertes, des choses comme ça. Mais on essaie de rester vraiment le plus sobre possible, donc en noir et blanc, pour ne se référer uniquement au contenu de la page. Et ensuite, finalement, ces wireframes vont commencer à être
à être animé. On va commencer à intégrer des interactions entre les différentes pages que l'on a illustrées. Et on va commencer à vraiment se rendre compte de l'expérience qu'on va avoir en parcourant l'application. Donc toujours en noir et blanc dans un premier temps, en liant ensemble les différentes étapes de l'application. Puis on va de plus en plus préciser le contenu et commencer à intégrer des éléments plus graphiques pour que l'utilisateur, pour se mettre à la place de l'utilisateur et qu'on arrive à une application presque réelle. Avec un parcours de plus en plus complet. Donc, on développe aussi les interfaces annexes, les pages annexes, pas plus seulement les principales, pour finalement réussir à dessiner un parcours le plus complet possible qui va répondre à la problématique. Donc, au cours de cette phase, on privilégie les échanges vraiment réguliers avec les utilisateurs et le client pour co-construire ce parcours et vraiment valider étape par étape les wireframes, ensuite le contenu et ensuite le parcours pour vraiment qu'on soit sur la même ligne directrice et impliquer également le client et l'utilisateur dans la conception. On va peut-être faire une petite pause question si jamais vous en avez, histoire de revoir peut-être certaines parties avant qui ont peut-être manqué d'explication, je ne sais pas. Est-ce que certains ont des questions jusqu'ici? N'hésitez pas à mettre soit sur le chat, soit à prendre la parole en levant la main. Je vais regarder. Il y a une question, je crois. Oui, combien de temps prend chaque étape de Sacha? Donc Marine, je ne sais pas si tu veux répondre ou je peux répondre. De manière générale, on se complète, je pense. De manière générale, en fait, chaque étape, ça dépend vraiment du projet. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu frustrant comme réponse, mais on peut avoir des projets du coup où on doit faire de A à Z, la conception d'application de A à Z. Et du coup, des ateliers, on va dire de manière générale, ça on peut dire qu'on prend entre 1 et 2 jours. Ça peut aller jusqu'à 2 jours, mais souvent c'est sur une journée. Oui, on essaie vraiment pour les ateliers de concentrer déjà parce que c'est difficile de réunir tous les acteurs sur plusieurs jours. Et vraiment créer un peu une immersion totale et pouvoir provoquer des idées, créer des idées le plus rapidement possible et pouvoir avancer le plus rapidement. Donc oui, pour la phase d'atelier, c'est sur une journée. Et ensuite, après, ça dépend du projet, de l'ampleur du projet. Les observations terrain peuvent prendre plusieurs semaines dans certains cas ou plusieurs jours. Ça dépend de la disponibilité aussi des parties prenantes. Par exemple, on va avoir des projets où pour les observations, il y a des actions, par exemple pour des techniciens qui sont sur des centrales, dans le cas de la Farge, mais centrales béton, notre solution numérique s'intégrait à des rondes de techniciens, enfin les techniciens réalisaient des rondes en fait. Et donc du coup, on devait optimiser ces rondes-là, sauf qu'elles se passaient, on va dire 2 fois par mois. Donc pour essayer d'avoir le plus de contenu possible, il a fallu étendre les observations sur plusieurs mois. Donc des fois, ça dépend vraiment du projet, la disponibilité des parties prenantes, mais également peut-être des contraintes en termes de délai. C'est vrai qu'on a eu des projets qui se comportaient comme des POC, où on devait rapidement avoir un prototype pour tester avec les utilisateurs. Et c'est arrivé que toutes les étapes de conception se fassent en 1 mois à 2 mois maximum. 2 mois. Donc, ça dépend aussi du niveau d'avancement lorsque le porteur de projet nous contacte. Est-ce qu'il y a déjà des audits qui ont été réalisés dans le contexte? Est-ce qu'il y a déjà de la matière ou bien est-ce qu'on doit partir de zéro et vraiment réaliser un cadrage complet de l'application? Finalement, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte et qui déterminent le temps. Ouais, et du coup, c'est vrai que cette méthodologie, on verra ça les étapes suivantes, mais elle est à modeler en fait selon le projet et c'est souvent, il faut faire un point au début pour essayer de construire sa méthodologie
idéal quoi, pour le projet, pour que ce soit personnalisé et que ça tienne la route. Ouais. Il y a une question intéressante sur de Ludivine. Si la partie design thinking, maquette, appli et persona sont déjà créées, pouvez-vous construire l'application à partir du travail déjà réalisé en amont? Et effectivement, oui, on a déjà fait des choses comme ça, justement, où les clients arrivaient déjà avec des infos et du coup, on les récupère, on s'imprègne de ce qui a déjà été fait et on poursuit en fait le processus là où il s'est arrêté. Sans problème. En fait, on s'adapte beaucoup au contexte et chaque projet est différent et chaque projet est unique. Et intéressant. Voilà. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Ouais. Attendez, je reviens à une minute. Donc, oui, donc là, ce qu'on vient de faire à ce stade du projet, les pages phares en fait, de l'application ont été matérialisées. Mais en soi, il reste quand même du travail à faire, des points qui ont été délibérément ignorés jusqu'ici, mais sur lesquels il faut quand même travailler. C'est-à-dire qu'on doit on doit faire de l'application, de notre maquette, une maquette la plus réaliste possible et donc essayer de réfléchir à tous les cas de figure, à toutes les pages intermédiaires, par exemple sur des processus, typiquement sur un shop, par exemple, vraiment à penser à toutes les étapes de confirmation, etc. Et même à différents scénarios d'utilisation de l'application pour essayer de penser à tous les cas de figure de la navigation et vraiment avoir l'application la plus réaliste possible. On va également, sur cette phase-là, essayer d'intégrer des animations. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense souvent dans les phases précédentes quand on commence déjà à concevoir. C'est bien d'anticiper cette phase-là de micro-interaction d'interaction qui devient de plus en plus importante, comme on a pu le voir sur Instagram. Et donc, du coup, ça va être vraiment cette phase-là où on va vraiment créer du coup, les interactions entre les différentes pages et venir animer la solution. Donc, les outils utilisés, on va déjà commencer sur cette phase-là. Donc, on en était à nos wireframes qui étaient dans un parcours utilisateur. Donc, déjà, la navigation était bien mise en place. On avait déjà nos pages de formalisées de mise en page. Mais là, on est vraiment sur la phase où on va donner vie à l'application. Et on va pouvoir créer l'identité visuelle si elle n'est pas déjà créée. On peut très bien nous demander sur des projets de penser à l'identité visuelle, ou bien le client possède des prestataires qui ont déjà réalisé l'identité visuelle, ou il nous la fournit dans le cas où elle est déjà existante. Là, ce qui va être intéressant sur cette phase-là, quand on va venir intégrer de la couleur, du style à notre application, au-delà du côté identité visuelle, ça va être vraiment de mettre en place des codes graphiques pour faciliter la navigation pour chacun. Donc, c'est vraiment très représentatif dans le cas des boutons où, en fonction des couleurs, du style, on va vraiment comprendre qu'il y a un cas de figure, un scénario qui se passe dans notre navigation. Par exemple, il y a des actions qui sont bloquées ou non. Donc ça, c'est une phase qui va être intéressante de bien penser, bien se poser dessus pour essayer de donner un style en fait à chaque type de composant. C'est vrai qu'on peut très bien, lors du moment où on va créer les wireframes, déjà penser avec les niveaux de gris à mettre une sorte de hiérarchie dans le style. Mais c'est intéressant dans cette phase-là, on va dire, de charte graphique, de vraiment créer des vraies règles d'identité pour chaque composant pour qu'on comprenne vraiment dans quel type d'interaction ils jouent et est-ce qu'ils sont actifs, est-ce qu'ils sont inactifs, est-ce qu'ils sont les sélectionnés, etc. Bien sûr, cette identité elle va évoluer au fur et à mesure. On va venir faire des tests utilisateurs pour essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose qui va être validé dès le départ et c'est vraiment un point très important, ces codes couleurs et codes de style à valider auprès des utilisateurs. Donc maintenant qu'on a appliqué notre style au web design, bien sûr, on vient intégrer avec des tests utilisateurs
Et donc, pour déjà revenir sur nos web design, essayer de les améliorer, ce qui va être intéressant de présenter aux utilisateurs, ça va être un prototype animé, parce que c'est vrai que pendant les tests utilisateurs, quand on va présenter vraiment les maquettes aux utilisateurs, il faut qu'ils aient l'impression que l'outil est proche du développement, en fait, qu'il soit vraiment dans leurs mains comme si c'était la vraie application, parce que sinon, on va pouvoir, ça peut créer des biais, ça peut bloquer certaines interactions dans la navigation. Il vaut mieux en fait pouvoir créer un test qui soit le plus réaliste possible, le plus proche de la situation finale possible, donc l'utilisateur dans son contexte d'utilisation avec son terminal mobile et l'application proche du développement. Donc pour ça, on va venir animer le prototype. Alors pour animer le prototype, nous c'est vrai que lorsqu'on conçoit, mais on conçoit souvent via Adobe XD, donc qui est un logiciel de la licence Adobe. On peut très bien, on a déjà prototypé aussi sur des logiciels comme Sketch. Action aussi est pas mal. Et ces trois logiciels en fait, ce qu'ils vont avoir d'intéressant, c'est que du coup on va pouvoir réaliser les différentes pages de nos web design, de notre application, mais on va pouvoir aussi créer des liens entre les pages, créer des interactions, des pop-up, même des micro-interactions, des slides, des choses comme ça, pour venir donner vie à notre application et même servir la navigation. Par exemple, dans ce cas-là, je vais vous donner un exemple d'animation, de prototype animé qu'on a pu réaliser. Pour le cas d'un projet sur tablette, par exemple, ici on revient à une application BTP, c'est vrai que c'était intéressant du coup d'avoir un lien, comme ça des liens entre les pages, pour pouvoir créer des tests en situation. Et ensuite, pouvoir récolter, observer les tests, observer les utilisateurs directement en train de naviguer sur l'application. Ce qui est intéressant en fait avec ces différents logiciels, c'est qu'on va pouvoir mettre nos prototypes animés directement sur le terminal final. C'est-à-dire que là, on a pu faire les tests directement sur la tablette et les utilisateurs n'ont vu que du feu. Ce qui est intéressant aussi dans cette façon de faire, c'est que ces supports-là de prototypes animés, on peut très bien les communiquer aux clients. Ça va être des supports du coup, qui vont être commentés. On va pouvoir venir rapidement itérer sur ces pages-là avec le client. Il va pouvoir se rendre compte qu'il y a peut-être des pages, des fonctionnalités auxquelles il n'avait pas pensé, qui vont manquer peut-être, qui vont être intéressantes d'apporter dans l'application, ou bien revoir des parties pris qui, maintenant qui sont matérialisées, sont plus forcément d'actualité. Oui, je m'étais noté ce qui était très intéressant dans ces phases-là. Si vous voulez un petit peu aller plus loin dans le test utilisateur avec des prototypes animés, il existe aussi des logiciels de eye tracking, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier où se pose le regard de l'utilisateur pendant le test à un moment donné et savoir si du coup les boutons, les fonctionnalités sur lesquelles on voulait que l'utilisateur aille en premier sont bien repérés ou non. Et donc du coup, nous, chez Inflexis, on aime bien avoir une première version de l'outil maquetté et designé, comme ça. C'est vrai qu'on arrive très rapidement à cette phase-là où on va avoir un outil qui est prototypé pour pouvoir rapidement mettre le test aux utilisateurs, faire le test et revenir sur la navigation, sur le parcours utilisateur. Ça peut très bien être sur nos choix graphiques. Le tout, en fait, c'est vraiment de penser à différents scénarios avant le test utilisateur pour pouvoir les faire en vrai pendant le test et ensuite itérer sur les points de friction qui ont été décelés. Donc, on arrive à l'étape 6, la dernière étape. Donc, une fois qu'on a validé le prototype animé, qu'il est le plus réel possible et que le client est satisfait, et les utilisateurs aussi, on arrive dans la phase de production de l'application. Donc,
Ici, l'acteur principal du développement, c'est le développeur qui va vraiment programmer et donner vie à l'application. Mais le designer doit rester actif pour s'assurer que toutes les recommandations d'ergonomie, que le développeur va programmer l'application le plus fidèlement possible à ce qui a été validé par le client. Et finalement, on va vraiment faire du suivi de développement pour s'assurer que les choix graphiques qu'on a faits sont bons, que les contraintes techniques, il peut y avoir des contraintes techniques de développement auxquelles qu'on n'avait pas étudié en amont et qu'il va falloir s'adapter, il va falloir être actif et pouvoir vraiment valider les fonctions étape par étape. Donc, pour communiquer avec les développeurs, on poursuit toujours avec le logiciel de prototypage Adobe XD ou InVision Studio, qui nous permet de vraiment fournir l'ensemble des informations dont a besoin le développeur pour programmer les différents écrans. Donc, il y a des notions de typographie, de picto, de couleurs, qui vont vraiment qu'on a défini en amont et qui vont servir aux développeurs pour être le plus fidèle possible au prototype animé. Ouais. Ouais. Pendant cette phase de développement, le client, on essaye de vraiment impliquer toujours le client et les utilisateurs. Donc, comme on travaille avec la méthode agile, l'idée, c'est de développer l'application fonction par fonction, en commençant par les plus urgentes, les plus importantes, et pouvoir vraiment tester les applications développées avec de réelles données pour les tester en situation avec les utilisateurs. Ça nous permet également de faire des retours constructifs et de pouvoir adapter, dans la mesure du possible, l'application en ajustant certains contenus, en ajustant l'architecture de certaines pages, etc. Tout en restant sur l'application qu'on avait développée au début. Il est encore possible de faire des ajustements graphiques, etc. pour servir l'expérience utilisateur. On va vraiment s'assurer que tout fonctionne pour le mieux. Par exemple, pour cette application qu'on a développée pour Evolis, la première version de l'application a été développée très rapidement. Et on a pu faire un test pendant 1 mois en situation avec de réels utilisateurs pour pouvoir avoir des retours et pouvoir faire évoluer l'application par la suite. Pendant ces mois d'expérimentation, on a pu ajuster au jour le jour certaines informations et certaines données pour vraiment que ça évolue tout au cours du développement. Et finalement, ces ajustements nous ont permis de donner naissance à une deuxième version encore plus fonctionnelle et qui répond parfaitement aux besoins détectés sur le terrain. Donc, du coup, si on doit vraiment se rappeler de 4 points essentiels, parce que c'est vrai que en fait, ces différentes étapes sont très complètes. Là, c'était assez dense, donc du coup, on va quand même essayer de vous résumer un petit peu les points importants dans ce process de création. Déjà, vraiment, si je vais donner un seul point de mon côté, c'est vraiment de bien cerner les besoins utilisateurs en amont. C'est vraiment la clé de la réussite de la conception de l'application parce que c'est vraiment où tout se joue. Le fait de se mettre en empathie avec l'utilisateur est très important et on ne peut pas se baser sur des a priori, même si on n'en a pas conscience au premier abord, sur une situation. Et c'est là où toute la phase de recherche en amont est très importante, toute la phase où on va aller récupérer les besoins clients, c'est vraiment les étapes phares. Je dirais vraiment tout le début de la création, tout le début de notre frise chronologique. Pour moi, c'est vraiment le moment phare de la conception, là où tout se joue. Le deuxième point, c'est vraiment de faire des tests réguliers avec les utilisateurs. Et c'est vraiment pour toujours se rappeler du coup, de ne pas partir avec des a priori et de vraiment remettre en question chaque choix qu'on a réalisé, qu'on a pris.
Et donc, du coup, ça, c'est très important. C'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé à chaque étape, mais souvent, lorsqu'on maquette, lorsqu'on ajoute des composants, de l'identité graphique, etc., on aime régulièrement confronter ces choix-là aux utilisateurs pour essayer de très rapidement avoir des maquettes qui se rapprochent de l'application finale optimale pour les utilisateurs. Ensuite, effectivement, impliquer le client dans le projet, grâce à des livrables ponctuels, ça c'est important. C'est important de toujours faire un récapitulatif de nos découvertes, en fait, de l'informer, de le confronter justement à ces nouvelles découvertes, parce que le client, ce qui est important, c'est qu'il ait conscience aussi des différents besoins des utilisateurs. Il avait détecté une problématique à la base, mais c'est intéressant qu'il voit comment elle évolue en fonction de nos découvertes. Effectivement, c'est important aussi qu'il soit là pour pouvoir toujours recadrer le projet avec les contraintes budgétaires de délai. Dernier point, donc effectivement, accepter les évolutions et remettre en question en permanence ses choix, ça on l'a vu précédemment. Mais en fait, si je devais donner un vrai quatrième point, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment de prendre cette méthodologie-là, on a vu, assez longue, assez complète et complexe, de la prendre et ensuite de la modeler selon le projet, vraiment de la modeler en fonction du projet, en fonction du budget ou du budget du client si vous êtes designer, en fonction de la disponibilité de chaque partie prenante, de l'objectif du projet. En fait, c'est important de connaître ces étapes-là, de la méthodologie idéale, mais en soi, elle est vraiment là pour vous servir de boîte à outils et que vous preniez le temps au tout début du projet de fixer votre méthodologie en fonction des différentes contraintes. Ça, c'était l'objectif de ce meetup, c'était de vous fournir les différents outils en fonction des phases et ensuite, après, vous choisissez en fonction du besoin du projet. Après, ça reste justement un exemple des outils qu'on a déjà pu mettre en place pour certains projets, mais à chaque fois, en fait, on va en réutiliser de nouveau et essayer de trouver ceux qui sont les plus adaptés au contexte. Donc, je pense qu'on a fait le tour de chaque étape. Alors là, si vous avez des questions, que ce soit sur les premières étapes, sur autre chose totalement, si vous avez envie de parler de votre projet, c'est le moment du coup. On va ouvrir le chat. Je sais pas si vous avez des questions. Je sais pas si on peut ouvrir les micros. Normalement, oui. Mais je pense que chaque participant peut l'activer. Là, je viens de permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Donc, si vous voulez parler plutôt que saisir vos questions, vous pouvez le faire en réactivant votre micro vous-même. Bon, ça paraissait clair alors. Bon, pour moi, c'était très clair. J'achète. Bon, il y a une question. Est-ce que vos outils donnent les CSS et HTML pour les devs? Oui, on n'en a pas parlé. Alors, il y a des outils, effectivement, oui. Adobe XD donne le CSS. Si je me rappelle bien, on utilisait aussi Sketch pour prototyper. Et grâce à une extension, on pouvait aussi avoir du code HTML, CSS. Ouais. Mais en soi, en fait, c'est des plugins. C'est pas du code propre. Pour le CSS, ça peut être intéressant pour récupérer les codes couleurs, les dimensions, etc. Ça, c'est vrai qu'on fournit souvent à nos développeurs, du coup, l'accès à un lien web sur lequel ils vont pouvoir voir nos différentes maquettes. Et grâce à, comme je vous remets le slide, hein, mais directement avec la souris, ils pouvaient avoir les dimensions de chaque élément, les couleurs, récupérer les pictogrammes. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, tout ce qui est code, en général, c'est rarement très propre. Ouais. Le code HTML, j'entends. Donc, ça existe, mais après, c'est vrai que nous,
on ne l'utilise pas forcément avec nos équipes de développement. Alors, moi, j'ai une petite question au niveau de la tarification, parce que je pense que moi, je ne pourrais pas développer toute l'application tout seul. Au niveau de... Vous savez comment varient les tarifs à peu près? Si c'est à l'heure, si ça dépend effectivement des tâches. Par exemple, au niveau du codage, j'imagine que ça ne doit pas du tout être la même tarification qu'au niveau du design. Alors ça va être plutôt du côté Julien. Cette question. Je ne sais pas s'il a son micro d'activer. Il peut Juste l'activer. réactiver Voilà. le micro, voilà. Voilà. Tout le monde entend bien, parfait. Oui, alors par rapport à cette information-là, effectivement, on pose souvent la question au niveau d'une application, ce que ça va représenter. Tout va dépendre de si vous avez déjà pu avancer sur un cahier des charges notamment, si vous avez des éléments que vous souhaitez ajouter, s'il y a une phase de design, vous allez avoir besoin ou pas, pour la partie graphique aussi. Nous, on a un fonctionnement d'après les éléments que vous restituez pour nous projeter sur le projet, sur la complexité du projet, ce qui va être ajouté à l'intérieur de ce projet, que ce soit en développement, en graphisme, l'aspect technique, etc. Et c'est tout ça qui va consister et qui va nous aider à réaliser le chiffrage et à vous retranscrire un chiffrage avec un toujours homme. Tout est transparent et vous avez tout le détail, le nombre de jours nécessaires, etc. au développement du projet. On Oui, fait ça, vraiment des... Pardon, vas-y. Non, j'allais juste dire en complément de ce que dit Julien que il y a, dans un projet, il y a un temps d'homme gestion de projet, en gestion de projet, un temps d'homme en développeur, un temps d'homme ou de femme, dans notre cas, en design. Donc, en fait, ça se décompose en heures, enfin en jours homme ou femme. Et le taux varie en fonction de si c'est un chef de projet, si c'est un designer, si c'est un développeur. Voilà. Et on fonctionne vraiment en application sur mesure. Donc, plus on a d'informations en amont qui décrivent l'application, plus on pourra définir un backlog précis et définir du coup le nombre de jours qu'il nous faudra pour développer l'application. Ok. Merci. Il y a une question, je ne sais pas si on y a répondu, sur la différence. De grandes différences entre la phase de design et de développement. J'ai pas souvenir d'avoir vraiment une grande différence entre ce qu'on avait imaginé en design et ce qui a été développé finalement, puisque en fait nous on travaille chez Inflexis, on est entouré de développeurs, donc on essaie vraiment d'être au plus juste de ce qui va être développé ensuite. Donc on est en interaction directe, donc ça facilite aussi. On va rarement proposer des choses qui sont inenvisageables ou qui ne sont pas dans le budget du client, etc. Ouais. C'est vrai que même si on a une phase d'idéation, enfin dans les ateliers ou en tout premier, on va vraiment aller loin dans l'imagination, dans les différentes solutions qu'on peut proposer. C'est vrai qu'on va quand même avoir une phase où on va resserrer l'entonnoir et on va essayer de trier les fonctionnalités en fonction de ce qui est faisable aussi. On va avoir un critère de faisabilité. Il n'y a pas que le budget, effectivement, on essaie de voir avec nos développeurs si derrière, ils sont capables de pouvoir réaliser ça. Ça évite les frustrations aussi lors du développement. Oui, et je voulais ajouter que dans les ateliers de co-création, les ateliers de cadrage fonctionnel, on a en effet des designers d'Inflexis, donc Marine ou Hélène, mais il y a aussi un chef de projet qui est présent. Donc le chef de projet, il a des compétences techniques et il est en mesure justement de remettre peut-être le cadre technique quand les chakras s'ouvrent un peu trop peut-être au niveau créatif. Donc l'objectif de ces ateliers, c'est pas d'ouvrir les chakras et puis de laisser libre cours à tout ce dont on a envie, c'est de rester dans un cadre qui correspond aux contraintes qui ont été définies par le client, qui peuvent être budgétaires, de planning, etc., et aux contraintes techniques de développement liées à ce qui peut être faisable, on va dire, et à ce qui ne peut pas être faisable, soit dans le temps imparti, soit tout court, parce que pour l'instant, on ne peut pas le faire.
Donc, vous développez au forfait. Il y a... Vous faites des évaluations en fait en jour homme et vous faites en sorte que tout rentre dans ce forfait-là. Oui, en fait, il y a une enveloppe. Et après, dans cette enveloppe, le périmètre peut varier parce qu'on est dans la méthode agile, mais il faut respecter l'enveloppe. Après, si des nouveaux besoins arrivent et que ces besoins n'entrent pas dans l'enveloppe, ça nécessite d'être renégocié pour qu'une nouvelle enveloppe peut-être soit définie. Pour d'autres projets, on propose aussi des tarifications en régie, où en fait, c'est plus pour des gros projets, où après, on fait des évolutions au fur et à mesure, et chaque jour passé au développement va être payé en fonction du temps passé, en fait. Oui, je suis d'accord, en régie, vous n'avez pas d'obligation, en fait. Par contre, quand vous faites au forfait, vous avez une obligation de résultat. Oui, c'est ça. C'est plus à la demande. Par contre, ma question, en fait, c'était de départ, c'était plutôt pour savoir si vous aviez eu des écueils entre ce que vous aviez relevé fonctionnellement et lorsque le développeur se mettait à l'appliquer, avoir des problématiques de fonctions qui étaient beaucoup plus complexes qu'il n'y paraissait au départ, sur une première approche. Non, parce que justement, avec le chef de projet, on essaye d'ajuster à chaque fois sur ce qu'on est capable de faire aussi dans nos équipes et ce qui est faisable avec le temps imparti et le budget établi en amont. Mais c'est vrai qu'on a eu des projets où on avait une fonctionnalité, par exemple, qui était où on n'était pas forcément serein sur le développement, on ne savait pas forcément prédire si c'était faisable. Et du coup, on préférait commencer par proposer un POC, c'est-à-dire qu'on allait prouver qu'on pouvait développer, que c'était faisable. En fait, l'idée qu'on avait à la base de la fonctionnalité, qu'on pouvait très bien la développer. Et donc, avoir un prototype avec cette fonctionnalité-là. Et ensuite, une fois que le POC a été validé, on est parti sur la suite du projet. Et c'est vrai que lorsqu'on a des fonctionnalités comme ça qui peuvent paraître complexes, on aime bien proposer du coup de les expérimenter en Et dans le cas où des fonctions sont dites secondaires et qu'on rencontre des contraintes techniques, du coup, on peut aussi envisager de les développer en V2 et de les garder pour plus tard pour vraiment les faire correctement, plutôt que les faire instables pour la première version. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on va peut-être vous annoncer la suite. C'est vrai qu'effectivement, on a prévu d'autres événements pour continuer sur cette thématique de l'application mobile, du projet d'application mobile. Et on a prévu, du coup, on vous donne un rendez-vous pour un prochain meet-up, du coup, le 11 juin, qui va parler, du coup, de tout ce qui est des étapes, en fait, de mise en œuvre d'un projet d'application mobile, mais de manière beaucoup plus globale que le design. Je ne sais pas si Catherine doit être plus de... Oui, en fait, c'est un peu dans la prolongation de ce meet-up-là, du meet-up d'aujourd'hui. L'objectif ici, c'est de montrer qu'il n'y a pas une façon de faire pour mettre en œuvre un projet d'application mobile. Alors, il y a bien sûr la méthode traditionnelle qui consiste à établir un cahier des charges très détaillé et puis de le suivre pas à pas. Mais il y a aussi d'autres méthodes qui sont plus agiles, plus souples, et qui permettent peut-être de se lancer dans le projet avec moins de crainte. Donc, on va montrer les différentes façons de s'y prendre. On va comparer ces différentes approches. On va parler aussi d'écueils, enfin quel piège serait à éviter. En fait, on va être vraiment dans l'expérience. Et l'objectif ici, c'est plutôt de rassurer les personnes qui ont des projets, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour les mettre en place. Voilà. Donc, ce sera le 11 juin, à 11h, comme même créneau horaire qu'aujourd'hui, et ce sera en ligne, oui, aussi. D'ailleurs, si jamais
vous avez des questions en avance sur ce sujet-là, peut-être que c'est possible de les poser en amont sur le Oui. meet. Comme ça, on pourra y répondre pendant le meet-up, carrément développer plus certains points, s'il y a besoin de développer sur certaines problématiques. Voilà. Et sinon, ben voilà. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos interrogations. Ouais. Vous pouvez nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur notre newsletter. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre newsletter si vous le souhaitez, pour avoir des nouvelles d'Inflexis régulièrement. Et puis voilà, on était ravis d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien finir la journée. Voilà quelques contacts. Julien qui était là aujourd'hui, si vous voulez le contacter ou me contacter. Si vous avez un projet d'application ou d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et si jamais vous voulez repasser peut-être sur certains schémas de la présentation, vous attarder un peu plus sur certaines slides, la présentation par le Meetup sera mise sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver tous nos anciens Meetup aussi sur la chaîne YouTube. Donc, oui, voilà, et webinars aussi, tout à fait. Voilà. Et des vidéos.